Alors moi, je définis un conseil de politique alimentaire comme un collectif d'acteurs qui ont envie de changer le système alimentaire. C'est des belles rencontres et des connexions qui se font, quoi, clairement. Quoi, en fait. Des gens qu'on ne sait pas qui sont et qu'on peut travailler ensemble, et donc ça rapproche, donc c'est intéressant. C'est vraiment important de comprendre que l'objectif d'une gouvernance différente pour orienter la transition dans les systèmes alimentaires durables, c'est l'instauration de mécanismes de démocratie participative. Vous écoutez le podcast « On mange quoi demain ?» On mange quoi demain ? Bienvenue dans l'épisode 6 de ce podcast. On va parler transition alimentaire et gouvernance. Dans cet épisode, la Wallonie s'est dotée de plusieurs outils pour notamment renforcer la participation citoyenne à cette transition et pour décloisonner aussi les métiers et se faire rencontrer autour de l'assiette des personnes qui jusque-là n'avaient pas l'occasion de se rencontrer. On parle donc ici d'une volonté de co-construire ce nouveau modèle alimentaire. C'est une des pierres angulaires de cette gouvernance. Partir du bas, des actions concrètes pour essaimer et changer d'échelle avec le temps. Ces outils, ce sont notamment ce qu'on appelle les CPA, les conseils de politique alimentaire, ou encore les MAD, les maisons de l'alimentation durable, et également les ceintures alimentaires. On va se plonger un instant pour commencer cet épisode dans un des conseils de politique alimentaire, celui du cœur du Hainaut. Créé en décembre 2023, ce CPA regroupe aujourd'hui une cinquantaine d'acteurs locaux. Ce soir-là, nous sommes à Havray, près de Mons. Le Conseil de politique alimentaire s'est réuni en séance plénière, notamment pour parler du festival Nourrir, le cœur du Hainaut. Alors notre actualité, c'est bien sûr le festival Nourrir. Vous avez, je pense, déjà reçu des programmes, ou en tout cas l'idée c'est que vous puissiez emporter des programmes à distribuer dans vos réseaux, dans vos institutions, dans votre entourage. On a 44 activités au programme, donc c'est quand même un beau programme diversifié avec des publics différents. Donc je pense que c'est encore une belle édition qui s'annonce. Ce soir-là, plusieurs ateliers ont été menés pour renforcer les liens entre les membres de ce conseil et co-construire donc des projets, l'occasion de rencontrer deux participants. Et ensemble, on est ensemble. Semer, s'aimer, on va faire un truc ensemble collaboratif. Je m'appelle Cédric Lyonnais, je suis coordinateur de la SBL Actina qui est active dans 3 pôles principaux qui sont l'écologie, la santé et les technologies de l'information. On agit principalement dans tout ce qui touche l'alimentation. On a des pôles de formation, des méthodes et des outils qu'on partage à la population. Et donc moi ici, je suis venu dans le cadre du CPA pour partager déjà les outils qu'on a, faire connaître nos outils et en même temps voir comment on peut nous intégrer avec les autres partenaires ici concrètement dans ce qui se passe sur le terrain et l'action du CPA, mais bien plus aussi après en dehors du réseautage et créer des choses ensemble réellement sur le terrain, quoi. Ben, c'est des belles rencontres et des connexions qui se font, quoi, clairement, quoi, en fait. Des gens qu'on ne sait pas qui sont et qu'on peut travailler ensemble et donc ça rapproche, donc c'est intéressant. Et ici on se rapproche d'autres acteurs qui sont plus connectés au terrain, mais au terrain côté agriculture, producteur, ce que nous, chez Actina, mis à part avec notre petit projet Open Batra, on l'est moins. Et donc ça fait des synergies. Moi, c'est Aurélie Ugile, je suis conseillère en environnement à la ville de La Louvière. J'ai dans mes missions, parmi mes nombreuses missions, j'ai l'alimentation durable. Donc je suis chargée d'essayer de sensibiliser le public louviérois à l'alimentation durable, essayer de réaliser des projets liés à l'alimentation durable, sensibiliser aux producteurs locaux, etc. Et donc voilà comment je me suis retrouvée ici au Conseil de politique alimentaire. Parfois quand on en parle autour de nous, on voit qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes objectifs, mais qui, dans leur coin, se disent comment je vais pouvoir faire, etc. Et puis en parlant, on se dit c'est vrai, et si on se mettait ensemble pour aboutir à un projet, et puis c'est comme ça que de fil en aiguille, on parvient. Ici, par exemple, on fait des connaissances au sein du CPA, et puis parfois en parlant, on se dit c'est vrai, on pourrait travailler ensemble, et puis c'est comme ça que se construisent des projets.
Catherine Colly, je suis coordinatrice du Conseil de politique alimentaire du Cœur du Hainaut. Alors moi, je définis un conseil de politique alimentaire comme un collectif d'acteurs qui ont envie de changer le système alimentaire. Et donc on a à la fois des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, mais aussi des citoyens, des pouvoirs locaux, des associations, enfin toute énergie ou toute force vive qui a envie de s'investir dans ce changement. Notre territoire, c'est la région du Centre et de Mons-Borinage, donc c'est 25 communes. C'est un CPA qui a émergé dans le cadre d'un projet de relocalisation de l'alimentation qui était soutenu par la Wallonie. Et dans ce cadre-là, on avait un axe de travail qui visait justement à mettre en place un mécanisme de gouvernance au niveau de notre territoire, en sachant qu'il n'y avait pas de catalyseur autour de cette question-là sur notre territoire. Et donc, c'était un vrai manque et une envie des acteurs de se réunir et de se retrouver autour de ça. Et donc, on a, durant toute l'année 2023, fait des ateliers. On a fait 4 ateliers pour construire, avec les acteurs du territoire, les bases du CPA, comment on voulait fonctionner, quelles missions, quelles valeurs on défendait. Et puis, on a lancé un appel à participation en fin 2023. Et donc là, on a officiellement inauguré le CPA en décembre avec une 50aine d'acteurs. On a travaillé, on a expérimenté la façon dont on avait imaginé les choses. Pendant l'année 2024, on a mis en place des groupes de travail, organisé des réunions plénières, expérimenté, appris des choses, découvert des acteurs. Et puis, on a évalué, on a relancé un deuxième cycle de travail qui se déroule ici en 2025. Il y a une démystification de certains mondes qui se rencontrent. Il y a beaucoup d'énergie positive et qui se partage, ça se démultiplie en fait. On apprend beaucoup dans ces réunions. On arrive à affiner sa compréhension et le projet vers lequel on veut aller aussi, parce qu'il y a la théorie, il y a les grands principes, puis on se rend compte que le voisin a quelque chose d'un peu différent, donc tout ça s'affine, en préservant finalement toutes les nuances et les sensibilités des uns et des autres. C'est à la fois une occasion de fédérer les acteurs autour d'un projet commun, de se reconnaître, de se croiser. Ça met en lumière la question de l'alimentation sur le territoire parce que ça fourmille d'initiatives, mais qu'on ne voit pas toujours. Et donc, ça met vraiment un coup de projecteur là-dessus. Et puis, si on arrive à avoir autant d'activités, c'est parce qu'il y a quand même une dynamique préexistante. Mais la richesse, par exemple, du programme, les collaborations aussi, donc ce qui a peut-être de différent par rapport à la première édition, s'il y a des nouveaux partenariats qui se mettent en place pour faire certaines activités. Et donc tout ça, je trouve, se tisse et s'enrichit, et ça nous donne aussi un rendez-vous régulier maintenant depuis 4 ans. Moi, j'ai une forte conviction dans la nécessité de changer le système, et je me rends compte combien c'est complexe, et toute la connaissance, l'énergie de ce CPA me laisse apercevoir une possibilité de changer les choses. Pour tous vos plats amenés, votre bonne humeur, votre créativité, bravo en tout cas. Bravo. Allez, voilà. Merci à vous. Merci. Je vous parlais aussi au début de cet épisode des maisons de l'alimentation durable. Elles se définissent comme des lieux d'expérimentation, des laboratoires d'innovation, de mise en réseau aussi sur cette transition alimentaire. On va revenir un instant sur la MAD namuroise. Nous l'avions déjà rencontrée dans l'épisode 2 de ce podcast consacré à la santé. C'est Nanou Karels, chargée de projet au sein de la MAD namuroise. L'occasion ici de rappeler la vocation de cet outil de gouvernance. Alors, la MAD, c'est quoi ? C'est un centre d'information, de formation et de sensibilisation à l'alimentation durable qui vise à permettre aux mangeurs, on appelle plus à les consommateurs, mais plutôt les mangeurs, de tester, de découvrir et de s'approprier des pratiques alimentaires qui sont favorables à leur santé et à celle de la planète, pour le dire brièvement. Qu'est-ce qu'on y fait ? Justement, des ateliers de formation pratique ou théorique, des événements comme celui-ci, donc des journées d'études, des conférences, des animations et du soutien de tous les acteurs de l'alimentation durable sur le territoire provincial, en les fédérant, en mutualisant les connaissances, les expériences. Donc on a vraiment aussi un objectif de fédération et de visibilité, de promotion du secteur territorial. Travailler à la coordination d'une maison de l'alimentation durable par
tout ce travail de sensibilisation et de formation qui est fait, pour moi, est une motivation très 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 forte de mettre une petite pierre à l'édifice. Ceci nous amène à la rencontre avec notre expert pour cet épisode de gouvernance. On va évoquer avec lui la manière de réfléchir à un modèle de gouvernance qui soit le plus efficace possible pour mener à bien cette transition alimentaire. Je lui laisse le soin de se présenter. Je suis Olivier de Scuter, je suis l'ancien rapporteur spécial de l'ONU sur le droit de l'alimentation et coprésident du panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables. Aujourd'hui, il y a un consensus, c'est que les systèmes alimentaires doivent évoluer. Ils ont été en réalité façonnés dans l'après-guerre, dans les années 50 et 60, à partir de l'idée qu'il fallait augmenter la production pour maintenir des prix bas et pour éviter le risque de rareté. Mais aujourd'hui, cette approche productiviste a montré ses limites. Elle a des impacts sur la santé, elle a des impacts sur la pollution des sols, de l'air, elle a des impacts sur la perte de biodiversité, et il faut donc aller vers quelque chose de beaucoup plus durable et soutenable. Et pour cela, il faut définir une trajectoire de transition. Il ne suffit pas d'avoir une vision un peu utopique de ce qu'un système alimentaire durable peut être. Il faut aussi identifier les étapes qui permettent d'aller vers cela, ce qui suppose qu'on ait une approche fondée sur des plans pluriannuels pour donner une perspective aux acteurs. C'est vraiment important de comprendre que l'objectif d'une gouvernance différente pour orienter la transition dans les systèmes alimentaires durables, c'est l'instauration de mécanismes de démocratie participative qui permettent de réunir un grand nombre d'acteurs autour de la table pour créer des attentes dans le chef de la société civile, des producteurs, des consommateurs et des autorités publiques. Et cela permet au fond d'instaurer ce qu'on appelle une démocratie alimentaire qui est une amélioration par rapport à la démocratie représentative électorale classique. Et donc on a un très grand nombre d'acteurs qui finalement représentent les différents maillons de la chaîne alimentaire et permettent ce diagnostic à 360 degrés des propositions qui sont faites. C'est vrai que le défi dans ce genre de structure, c'est de faire se parler des acteurs qui ont des perspectives très différentes, ont des préoccupations très différentes, en identifiant les innovations qui peuvent le mieux satisfaire les attentes des uns et des autres. Et par exemple, il y a aujourd'hui un consensus émergent sur l'idée que la relocalisation des systèmes alimentaires, la reterritorialisation, le développement de circuits courts plus directs entre producteurs et consommateurs peut être dans l'intérêt de tout le monde. Cela crée des emplois dans la distribution, cela crée des débouchés pour les petits producteurs qui ont un accès plus facile au marché lorsqu'il s'agit de circuits courts. Cela permet une alimentation à base de produits frais et locaux meilleurs pour la santé. La mise sur pied de conseils de politique alimentaire à l'échelle très locale, à l'échelle des communes, d'une part, et du Collège wallon de l'alimentation durable, d'autre part, à l'échelle de la région wallonne, c'est une manière de faire se parler des acteurs du territoire afin qu'une culture commune finalement se dégage, des objectifs communs puissent être identifiés. Donc c'est déjà une manière d'encourager la prise de conscience qu'on a un intérêt commun à ce que l'agriculture wallonne soit plus résiliente, à ce que les acteurs du territoire soient mieux récompensés de leurs efforts et à ce que, de manière générale, les ménages en Wallonie aient un accès plus facile à une alimentation de qualité qui permette de préserver leur santé. Donc la simple mise en commun de ces acteurs est déjà une étape importante. On a une sorte de choc de plaques tectoniques avec des politiques européennes qui visent encore à homogénéiser, à uniformiser, à réaliser des économies d'échelle, et à l'échelle locale, régionale, une tentative au contraire de diversifier, d'avoir dans une même région une très grande diversité de production pour satisfaire la demande locale et pour aller vers davantage sinon d'autarcie, en tout cas de souveraineté alimentaire, où l'on va consommer davantage de ce que l'on produit localement et où on va produire davantage pour répondre aux besoins des collectivités locales. Et donc, il y a vraiment une sorte de
de choc de plaques tectoniques qui est en train d'émerger. Moi, je plaide pour qu'à l'échelle européenne, on accompagne bien davantage ces transitions territoriales que cela n'est fait jusqu'à présent. Je crois qu'un aspect important de la gouvernance des systèmes alimentaires en Wallonie, c'est l'aspect expérimentation locale et apprentissage collectif à partir d'innovations parfois très locales. Je pense par exemple aux expériences qu'a conduites la ceinture alimentaire liégeoise, qui, dans la périphérie de la ville de Liège, donc dans un ensemble de communes autour de Liège, a permis de développer des expériences d'agroécologie, de permaculture, d'épicerie sociale, de circuits courts. Et c'est une expérience très innovante en Wallonie, dont s'inspirent aujourd'hui d'autres ceintures alimentaires à Charleroi ou à Ath, par exemple. Et un des objectifs de la gouvernance, c'est de comprendre ces innovations, de les faire connaître pour s'assurer qu'on apprenne plus vite ensemble. Et je crois que c'est effectivement une bonne manière d'envisager la transition que de partir de ce qui marche dans certains territoires, parfois à l'échelle très micro, pour que d'autres puissent s'en inspirer. Ce qui signifie que les gouvernements voient s'élargir au fond leur imagination politique grâce aux propositions parfois très novatrices qui viennent de ces conseils de politique alimentaire, et les politiques qui ensuite seront développées sur base de leurs propositions auront davantage de légitimité parce que ces politiques répondent aux attentes exprimées par les acteurs du territoire, ont été testées, ont été validées par ce processus de consultation à 360 degrés que permet la composition pluraliste de ces instances de participation. Et aujourd'hui, des nouvelles alliances se créent qui, il y a 15 ou 20 ans, n'auraient pas été imaginables. Voilà qui referme cet épisode sur la gouvernance. L'assiette, vous l'avez entendu, comme moteur d'une nouvelle démocratie participative. Et c'est sur base des expériences de ces dynamiques territoriales et de ces laboratoires expérimentaux que la Wallonie vient de lancer cette année, en 2026, donc un appel à projet pour la mise en place de ce qu'on appelle les projets alimentaires territoriaux, les PAT, visant à rassembler, structurer et permettre à ces dynamiques d'évoluer ensemble. Et à travers ceci, les acteurs dessineront ensemble les contours d'une stratégie en alimentation durable à l'échelle de leur territoire. On invite évidemment tout un chacun et chacune à rentrer dans cette aventure de la transition alimentaire en rejoignant, pourquoi pas, des projets qui émergent autour de vous. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans ce changement de modèle alimentaire. Vous pouvez évidemment retrouver tous les épisodes de ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. On mange quoi demain est un podcast proposé par la cellule Manger demain avec le soutien de la Wallonie. Merci beaucoup de partager ce podcast autour de vous. On mange quoi demain ?